Le mec va se concentrer. Bonjour à tous, Salut, c'est Paul Mathieu. c'est Nevin. Donc je suis Enfin, Capitaine Cousteau aujourd'hui, mais... Alors je sais pas comment tu veux t'appeler, j'en ai rien à foutre. Non, je rigole. Ça commence très fort. Donc aujourd'hui on va vous faire un petit, alors ce sera un podcast en live, on profite qu'on est à Paris tous les deux, on fait pas comme Aiki qui dit ouais c'est ma voisine, salut. Et on voit la vidéo Skype, d'ailleurs on voit même pas de vidéo. Je taille Aiki dans toutes mes vidéos en ce moment, c'est... Ok. Moi j'ai rien dit. Non, lui il a rien dit, il a pas le droit. Parce qu'Aiki c'est le maître de la chaîne quand même, c'est notre patron. Pour Comme vous voyez, moi j'ai un ordinateur parce que je suis nul. Paul Mathieu il j'ai fait un bout de ça papier. a cappella. Aujourd'hui, on s'était dit qu'on allait se rencontrer pour discuter un petit peu et aborder quelques sujets avec vous. À la base, on s'était dit qu'on allait faire donc une vidéo, un podcast, une discussion. Alors, il y avait Antoine qui devait être là, mais il n'a pas pu être là. Peut-être la prochaine. Prochaine fois, on aura Antoine. On le souhaite. Et on va aborder plusieurs thèmes aujourd'hui. On a décidé d'en choisir 3 particulièrement. Le premier, ce sera les tendinites, de façon un peu plus large, les blessures en musculation, parce que c'est un thème assez fréquent et qui handicape pas mal les gens quand même quand ils en ont. Alors on a un pro de la théorie là et on a un pro de la pratique des blessures ici. En tant que blessé ou... C'est ça, en tant que blessé. Malheureusement, j'ai connu pas mal de blessures dans ma carrière de bodybuilder. Je me suis pratiquement que blessé à l'extérieur de la salle de sport. C'est en fait le plus fréquent, hein, souvent. Et parce que je suis quand même sérieux dans ma pratique, dans mon échauffement et dans mes mouvements. Je privilégie toujours une technique avant les charges et l'ego, mais malheureusement, ça se suffit blesser pas, à l'extérieur, parfois, effectivement, ça suffit pas. C'est ça. Donc premier thème, donc les blessures, les tendinites. Deuxième thème, on fera un petit encart sur les pré-workouts et principalement la caféine, hein, les problématiques pour les pratiquants de musculation. Et le troisième, un sujet, alors pas encore d'actualité, mais avec le temps du montage et tout, là on est début novembre, le réveillon c'est vers la fin de l'année, donc en gros comment gérer la période des fêtes de Noël, hein, la dinde, le foie gras, le caviar, le champagne. Ah, youtubeur, on se refuse rien. Donc, moi je mange du pâté et du pain. Hein, je rigole. Parce que t'as pas encore percé. C'est ça. C'est pour ça. Donc voilà. Donc le premier thème, alors on va essayer de pas trop faire durer les encarts et la digression, donc parce qu'on parle beaucoup et je pense qu'on a moyen de parler de sujets totalement différents. D'ailleurs là, je suis déjà en train de commencer. En fait, on s'était rencontrés la première fois au salon du fitness, mais on s'était vu il y a pas longtemps en Thaïlande. Ouais. Et vu qu'on parlait de sujets et d'autres, on s'est dit, mais attends, il faut qu'on fasse un podcast parce que quand on commence à discuter, on ne s'arrête pas. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je pense qu'on a parlé 1 heure de sujets et d'autres en lien avec la musculation. Mais... Et au moment où on a dit on fait l'intro, en fait, on a encore parlé comme exactement qu'on va couper au montage. Donc commençons sur tout ce qui est tendinopathie. Bah attends, je pense à un truc. Si tu peux te présenter. Parce que du coup, les gens de la chaîne, ils te connaissent pas. Exactement. Putain, on est vraiment mal poli. Moi, vous me connaissez, mais... Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Nevin. Je fais du coaching en ligne. J'ai aussi une formation que je co-dirige avec mon ami et associé Antoine Fonbonne, qui s'appelle Bayesian France. Voilà, on est à notre 4e promotion actuellement. Et si tu peux expliquer ce que c'est Bayesian, parce que moi je le sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent. Alors, Bayesian, c'est une formation en ligne de 8 mois qui couvre un peu l'intégralité de ce qu'on peut apprendre sur la nutrition par rapport à l'activité physique, l'entraînement dans sa généralité, mais on a aussi également des modules qui portent sur le coaching en lui-même, l'accompagnement des clients et même tout ce qui est aspect psychologique, parce que malheureusement, quand on pratique le coaching, on se rend compte que il y a l'aspect théorique qui est souvent plus facile à mettre en place que être sûr que son client suit son programme, évolue, progresse, etc. Et on a aussi dans cette formation un module sur le développement de son business en ligne, de son coaching, que ça soit en one-to-one dans une salle de sport ou le développement de son activité en ligne. Donc c'est une formation qui est dédiée principalement aux coachs, donc c'est ça qui voudraient vraiment en gros se perfectionner et développer leur business pour apporter des choses en gros en plus à leurs clients par rapport à la version Aujourd'hui classique. On est à peu près 50-50 entre des gens qui sont déjà diplômés d'un BPGEPS ou des anciens diplômes ou qui sortent de STAPS ou des choses comme ça,
Et on a aussi des passionnés qui le font pour eux-mêmes ou qui sont en cours de reconversion ou des choses comme ça, ou même qui suivent un BPGEPS en même temps. Voilà. Oui, parce que tu peux avoir simplement envie de te former et de mieux pratiquer et puis d'avoir des connaissances, parce que c'est vrai que c'est quand même assez intéressant de se renseigner, d'avoir plus d'informations, plus de connaissances, plus de choses sur les exercices, la nutrition, l'entraînement, parce qu'en fait, tu as beaucoup de choses à savoir. Et plein de choses aussi qu'on ne sait pas encore, mais que en fait, tu apprends sans cesse avec les nouvelles études, avec même la pratique, quand tu vois des gens s'entraîner, en réfléchissant, en analysant des vidéos, enfin, tu as beaucoup de choses à dire. Et la force de Bayesian, juste le dernier point, c'est que c'est basé sur les apports de la science, et justement, on essaye de le mettre à jour constamment et d'utiliser tout ce qui est disponible en termes de recherche scientifique pour justement optimiser la partie nutrition, la partie entraînement. Et souvent, les gens qui s'entraînent depuis quelques années arrivent à un moment où ils ont un peu du mal à progresser et ils se rendent compte que en optimisant certains aspects, soit de leur nutrition, de leur entraînement, ça leur permet d'aller un peu plus loin. Et de casser des pillards. En gros, c'est ça. Ouais, parce que quand on avait discuté en Thaïlande, on avait bouffé ensemble et on avait commencé à discuter et tu as commencé à me sortir des études. Alors oui, l'étude de machin, tu te dis putain, le mec... le truc, c'est quand t'as le nez dedans, en fait, tu te rends pas compte, tu sais. Il est au taquet, j'ai dit mec, ok, je suis médecin, mais toutes tes études sur l'entraînement, alors j'en connais quelques-unes, mais de là de citer le nom, l'année... Donc ouais, tu m'avais quand même assez impressionné. Alors après, c'est sûr que comme tu fais un travail entre guillemets de pré-mâchage pour les gens, t'es obligé de le savoir, mais c'est vrai que c'est quand même à souligner quoi. Ouais. C'est qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière et c'est pas des choses qui sont faites à la va-vite quoi. Le problème c'est que t'as des recherches qui sont recevables, d'autres qui sont un petit peu moins recevables. Il faut souvent rentrer un peu dans le détail pour voir si ça a du sens d'utiliser les informations qui sortent de quelque chose en fonction du type de recherche, tu vois, si c'est une méta-analyse ou une recherche transversale, enfin tu vois, il y a différents niveaux, mais même c'est pas parce que tu as une méta-analyse que forcément la conclusion des auteurs, tu peux directement l'utiliser et l'appliquer et dire non mais c'est vérité absolue, parce que le problème c'est que si tu méta-analyses des recherches de mauvaise qualité, l'information que tu tires de ta méta-analyse sera quand même de mauvaise qualité. Donc, ouais, c'est sûr, c'est comme si tu fais une soupe avec des ingrédients de merde. Ta soupe sera merdique. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est ça. En gros, c'est ça. Bon, attaquons sans plus attendre. On a déjà, voilà, la prophétie autoréalisatrice, le mec qui parle tout seul pendant 15 minutes. Et c'est les gens passionnés, ça, c'est pour ça. Et les mecs bavards aussi. Donc ouais, je voulais parler un petit peu de tendinite, tendinopathie avec toi parce que je sais que tu travailles sur le sujet à fond en ce moment. Assidûment. Exactement. Et je pense que pour les gens qui traînent un peu dans les salles de sport depuis un moment, c'est vrai que les blessures de ce type-là, alors on va dire tendinite, on va l'utiliser de manière interchangeable, mais c'est vrai que au niveau de médecine, il y a quand même une différence généralement quand on parle de tendinose qui est généralement plutôt des tendinites type d'usure, donc souvent ce qu'on retrouve en musculation, c'est-à-dire le problème c'est que votre tendon, si vous faites alors les tendinites c'est une dégénérescence du tendon, que ça soit aigu ou ouais, c'est it, ça veut dire qu'il y a de l'inflammation en fait. C'est ça. Donc en fait, les tendinoses, c'est un peu plus pathologie, ça veut juste dire qu'il y a une pathologie du tendon, donc une maladie du tendon sans vraiment préjuger. C'est ça. Et souvent, ça vient d'avoir une inflammation constante du tendon, soit parce que vous utilisez des exercices qui sont pas adaptés à vos morphologies ou votre technique n'est pas bonne, etc. Ouais. Votre tendon, il n'a pas le temps de récupérer et en fait, ça construit. En gros, c'est une souffrance du tendon et progressivement, le tendon, il va se dégrader au lieu de se reconstruire si tu l'entretiens pas, quoi. C'est au lieu de se reconstruire plus fort, si tu lui mets sans arrêt des coups et que tu lui laisses pas le temps de se reconstruire, il va se dégrader. Il va devenir plus faible. En fait, c'est vraiment le rapport entre ce que tu lui mets dans la gueule et le temps que tu lui laisses pour se régénérer. Et si tu lui mets trop de volume et pas assez de récup, tu vas vers des problèmes. Donc ça, on va essayer de le synthétiser. Alors moi, je vais juste te poser une question parce que c'est un podcast, on a préparé les thèmes, mais on n'a pas discuté vraiment ensemble là-dessus. Pourquoi les tendinites ? Enfin, pourquoi parler de tendinite et pas de problèmes articulaires, de problèmes musculaires, de problèmes nerveux ? Je pense que les tendinites, c'est quand même un des premiers problèmes des gens qui s'entraînent en musculation, en salle de sport. Moi, par rapport à mes clients, par rapport à mon entourage et à mon expérience personnelle,
c'est vraiment quelque chose que je vois qui revient constamment. On entend souvent des gens se plaindre de j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au coude, j'ai mal au genou. Enfin, le nombre de mecs que tu vois en salle de sport qui met des bandes autour du coude, tu vois, des choses comme ça, tu te rends compte que c'est quand même un problème récurrent par rapport aux pratiquants. Non, c'est vrai. Probablement qu'en musculation, si on considère que les blessures qui sont provoquées dans l'entraînement, hein, on parle pas des blessures qui sont provoquées en dehors, du mec qui démarre la musculation et qui a déjà un problème au genou parce qu'il s'est fait les ligaments au basket ou au football, c'est probablement les blessures les plus fréquentes parce qu'en fait c'est en rapport avec le type d'entraînement, c'est qu'on soulève des charges lourdes, on les soulève, bon c'est con de le dire, mais avec les muscles, et donc en fait on sollicite le muscle et le tendon. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler ce que c'est un tendon. Du coup, c'est bête, mais ça fait bien de le rappeler. Le muscle, c'est des cellules musculaires, donc ce sont des cellules qui peuvent se contracter. Donc se contracter, ça veut dire qu'elles se raccourcissent. Le muscle, donc c'est des fibres. Il faut imaginer des fibres qui sont tendues, par exemple, si on prend le biceps, de part et d'autre au niveau des deux attaches. Hein. Donc c'est comme en gros du fil. Tu mets du fil entre deux extrémités, ça fait un effet de levier quand ça se raccourcit et ça permet de rapprocher en fait les os. Parce que les muscles, à quelques exceptions près, sont attachés au niveau d'os. Et donc, si tu raccourcis un muscle, et donc, ça va tirer, comme tu fais, en fait, tu prends dans un bateau un cordage, ou si tu vas au puits, tu vois, tu tires sur un câble pour remonter le seau d'eau, c'est la même chose, donc tu tires, et donc, en fait, tu as un mouvement par un effet de levier avec le segment osseux qui va se déplacer. Donc ça, c'est ta cellule musculaire, hein, qui est très allongée et qui est tendue de part et d'autre. Sauf que la cellule musculaire, en fait, elle est reliée à l'os par l'intermédiaire d'un tendon. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que le tendon, en fait, au sens strict, c'est pas du muscle. Ça fait partie du muscle quand on le visualise, mais le tendon, c'est pas des cellules musculaires. Le tendon, c'est constitué en gros, c'est des fibres très denses, c'est du collagène. Il y a aussi quelques cellules à l'intérieur, bien sûr, mais c'est vraiment différent en termes de composition. C'est beaucoup plus rigide, c'est beaucoup plus résistant. Voilà, c'est pas un tissu contractile. Ton tendon, si tu prends au niveau du biceps, d'ailleurs, on peut le palper, on peut le crocheter au niveau avec ses doigts, on peut passer en dessous. Tu sens que c'est vraiment quelque chose qui se contracte pas, en fait. Il est juste relié aux muscles. Donc, en fait, les tendons ont des pathologies, ont des blessures qui sont particulières et qui sont différentes de celles du muscle. On peut se faire une déchirure au niveau du muscle, hein, avoir la fibre qui seront au niveau du muscle, c'est rare mais ça arrive. Et on peut, en fait, à force, donner des contraintes importantes au niveau du tendon et donc dégrader le tendon et donc arriver jusqu'à ce qu'on va décrire un tout petit peu après, tendinite, tendinose. Alors tout ça, c'est encore un petit peu flou parce que les définitions, elles sont vraiment imprécises. Et même dans les études, on pourrait se dire dans les études, ça va être carré, ça va être des définitions, mais en fait, pas du tout. Et même les auteurs, à chaque fois, ils disent c'est un peu compliqué de rechercher parce qu'en fait, tendinite, tendinose, c'est un peu interchangeable et c'est dur de se référer à ça. Donc en gros, voilà pourquoi les tendinites, je pense que c'est le principal sujet si on doit en aborder qu'un seul, c'est que c'est très fréquent et c'est globalement invalidant et surtout on va dire que dans les premiers stades de la blessure, tu peux quand même t'en sortir. Alors que c'est sûr que selon les blessures par exemple articulaires, c'est pas toujours évident de s'en sortir tout seul avec juste des massages, de la rééducation, du repos. C'est un point hyper important que tu soulèves parce que justement le fait de traiter ou faire attention au fait d'avoir un début d'inflammation, c'est extrêmement important. C'est capital. Parce que si tu laisses la tendinite ou la tendinopathie s'installer, tu vas avoir beaucoup plus de problèmes et surtout tu vas devoir prendre beaucoup plus de temps, adapter ton entraînement pour récupérer, sauf si tu le traites tout de suite en fait. Non mais c'est sûr. Et de toute façon, toutes les blessures globalement vont aller en s'aggravant si on les traite pas. Parce qu'une blessure, ça survient, alors sauf si on considère les blessures aiguës, mais en muscu, ça arrive assez peu. Mais en gros, les blessures aiguës, donc aiguës par opposition à chronique, donc aiguë, c'est qui survient brutalement, qui est rapide, contrairement à chronique où c'est quelque chose qui va s'installer de façon progressive et répétée. En gros, la blessure aiguë, c'est typiquement, alors si tu prends un sport de contact, c'est le footballeur qui va se faire rentrer dedans ou va se faire tacler par l'adversaire, il va chuter par terre et il va tu vois, une fracture, genre tu prends Neymar qui s'est fracturé la vertèbre, tu prends je sais pas quel footballeur qui s'est fait les ligaments croisés, donc ça c'est des blessures aiguës. En muscu ça arrive, hein. Tu prends par exemple l'exemple de Jean-Pierre Fuchs, là tu sais l'image la plus typique, le mec qui s'est fait écraser par la barre de squat, il s'est explosé les quadriceps. Ça je pense qu'en vrai pour un bodybuilder ça doit être la pire. D'ailleurs sa carrière elle s'est finie ce jour-là. Je pense que c'est la pire blessure. On mettra peut-être en miniature l'image pour ceux qui connaissent pas. Mais voilà, ça c'est une blessure aiguë, c'est-à-dire que le mec, même si avant il était parfait avant sa séance,
bah il s'est mis sous la barre de squat, il a fait une erreur ou pas d'erreur, enfin en tout cas voilà, faute à pas de chance, en tout cas on peut argumenter sur les causes, mais en tout cas voilà, après sa série, il était par terre, les 2 genoux qui étaient explosés, hôpital, opération, donc ça c'est la blessure aiguë finalement, je veux pas dire imprévisible, mais on va dire c'est un peu la faute à pas de chance. Tu peux la prévenir en faisant attention, en faisant pas n'importe quoi à l'entraînement, je dis pas qu'il a fait n'importe quoi, mais voilà, la blessure aiguë, c'est typiquement le mec que tu vas voir dans la salle des trucs fonctionnels, avec le personal trainer qui va le mettre sur un bosu, allez, fais un peu d'équilibre, et puis il va se casser la gueule parce qu'il a déjà pas à tenir debout tout seul. Donc ça, c'est la blessure aiguë, la blessure con. Mais globalement, c'est quand même assez rare d'entendre des mecs qui s'explosent, ça arrive. Voilà, ou le mec qui se fait écraser par sa barre de développé couché. Ouais. Ça, c'est une blessure aiguë. T'as aussi quand même quelques arrachements tendineux, comme le pec, c'est ça. Le biceps, surtout sur les strongman, etc. Souvent qu'ils. T'as raison, je pensais pas, mais t'as raison. Mais ça, c'est des blessures aiguës. Ça, c'est la blessure aiguë, quoi. Ouais. Tu peux pas la prévenir et en fait, tu te dis pas avant de venir. Alors là, ce qui est bien, c'est que généralement, tu te fais un pec, tu sais que tu t'es fait un pec et t'es pas en mais je vais continuer ma séance, quoi. T'as raison, le pec, mais parfois, le biceps ou certains muscles, t'as des mecs qui s'en rendent pas compte, hein. T'as des mecs qui s'en rendent pas compte sur des petits muscles, des fois. Sur des déchirements partiels ou des choses comme ça. C'est des fois, c'est juste une perte de force, même au niveau t'as plein de case reports là-dessus où des mecs qui consultent de façon aléatoire. Enfin, tu vois, je palpe une boule, en fait, c'est son quadri qui est rétracté. Alors, c'est quand même rarement des gens qui font de la muscu, mais. Ça, c'est important, je pense, de le dire, c'est que malheureusement, souvent il y a cette mentalité, tu sais, du no pain, no gain. Alors qu'en vrai, en termes de blessure, que ça soit en termes de tendinopathie ou si vous sentez que vous êtes fait mal au biceps pendant votre séance, il est pas trop tard. Arrêtez tout de suite en fait. Genre rentrez chez vous, attendez d'être au froid pour voir quels sont les dégâts, parce que quand vous êtes chaud, etc. Avec l'adrénaline, tu peux te dire finalement c'est pas très grave, alors qu'en fait tu t'es déchiré la moitié de ton biceps et ça va être problématique parce que si vous continuez à vous entraîner, vous allez, si c'est une déchirure musculaire, tendineuse ou quoi que ce soit, tu vas l'aggraver. De la déchirure partielle, qui se transforme en déchirure complète parce que si tu soulèves la même charge avec un demi-biceps, t'es sûr que les fibres qui restent, elles vont se faire atomiser. Et je pense que c'était hyper important ce que tu as dit tout à l'heure. Quand tu parlais de muscle, tu parlais de fil ou de corde. Et ça, je pense que c'est un concept qui est important de rappeler. C'est assez visuel, Parce que les gens, le nombre de fois où j'entends des gens dire non mais les muscles c'est comme des élastiques, alors qu'en réalité c'est pas du tout comme des élastiques. Enfin, si vous parlez avec un chirurgien ou quoi que ce soit, il va à mon avis les muscles il faut les conceptualiser comme une nappe de table en fait. Genre, c'est-à-dire que tu tires dessus, tu vas pas gagner en amplitude. Et la même chose pour une blessure. Tu prends une nappe de table, t'essayes de l'arracher, t'y arrives pas. Tu mets une petite entaille sur le côté, t'essayes de tirer, il y a moyen que t'arraches la nappe. Et c'est ça, tu vois, si tu te fais une petite déchirure, comme tu disais, exactement ça. Tu tires sur ton muscle comme ça, il y a moyen que tu te déchires l'intégralité de ton muscle. Et d'ailleurs, c'est vrai que le concept du muscle qui est un élastique, ou du tendon qui est un élastique, alors il y a un petit peu d'élasticité, mais en fait, comme tout, tu prends une corde en métal, t'as toujours un espèce de ressaut élastique quand tu tires dessus, mais comme t'as dit le chirurgien, quand il te rattache le tendon ou quand il te fait un néotendon, il peut te dire que c'est pas élastique. Voilà, il te met pas un chewing-gum quand il te met un néotendon, il te met un truc rigide, je sais plus si c'est pas du métal, c'est justement si c'est pas du dacron ou je sais plus quel, c'est un nom, polyuréthane, enfin c'est des tendons en matière synthétique, mais c'est de la matière ultra rigide. Il te met pas quand il peut faire ça. Quand il peut faire ça, il peut pas toujours. Parfois après c'est des techniques de rattache, ils mettent soit des greffes de tendons. Après c'est variable, mais quand ils te mettent des néotendons, le mec il te met pas un bout de chewing-gum ou un élastique pour se dire on va augmenter sa force. Tu plies ton bras, c'est fini. Hein. C'est simple. Si imaginons que c'était un élastique, qu'est-ce qui se passe? Ton biceps se raccourcit et ton tendon il s'élonge, mais t'as aucun mouvement. Donc en fait ça peut pas marcher. Donc voilà. Donc là on a dit ce que c'était le tendon et à partir de là, pour réenchaîner sur tendinite, tendineuse, en gros la tendinite c'est quand il y a on va dire que pour nous ça change finalement pas grand chose. La tendinite, tendineuse, ça c'est un peu de la branlette scientifique. Pour le pratiquant de muscu d'ailleurs il a même pas idée, il dit juste j'ai une tendinite. Lui dit une tendinite de quoi? Une tendinite du coude. C'est ça. Voilà, mais du coup, tu vois, t'as quand même beaucoup de muscles qui s'attachent au niveau du coude. J'ai une tendinite de l'articulation. Non, mais c'est ça. C'est classique. Les mecs, je leur dis, mais qu'est-ce que t'as? J'ai une tendinite du coude. Oui, mais du quoi? Enfin, du biceps, du triceps, des avant-bras, tu vois, des fléchisseurs, des pronateurs, des supinateurs, bref. Et en fait, c'est ultra vaste. Pourtant, le coude, on pourrait dire, c'est une articulation simple. T'as deux mouvements, t'as fléchir
et t'as fléchir et tendre. C'est plus simple qu'une épaule. Voilà, l'épaule qui part dans toutes les directions. Donc là, des muscles, t'en as un petit peu partout, des tendons, des ligaments. Bref, l'articulation est beaucoup plus complexe, mais déjà, tu vois, tu te rends compte qu'au niveau du coude, qui est une articulation simple, les gens n'arrivent pas précisément à définir où ils ont mal, qu'est-ce qu'ils ont, et ils te disent tendinite du coude. Ok, bon, à partir de là, c'est démerde-toi, j'ai une tendinite du coude. Alors, et c'est mon premier conseil, c'est que sur une blessure, ce qui est super important, c'est de définir qu'est-ce que c'est votre blessure. Parce que si t'as pas un diagnostic, ça veut dire de savoir précisément quelle est la structure anatomique qui te fait mal. Parce que si tu penses peut-être que c'est une tendinite, mais en fait, si ça se trouve, c'est articulaire et peut-être que en fait c'est osseux. Donc c'est vraiment important avec des examens complémentaires, pas forcément, mais déjà avec un interrogatoire de quelqu'un qui s'y connaît, un interrogatoire. Donc déjà le type de douleur, quand est-ce que tu as mal, quels mouvements te font mal, est-ce que ça se réveille la nuit, voilà, ça c'est le boulot. Et ça, avant d'aller voir votre médecin, je pense que c'est pas mal justement de faire la liste de quand est-ce que j'ai mal, à quel moment de la journée, est-ce que y a un certain contexte qui fait que j'ai plus mal que d'autres. Ça c'est important parce que ça permet vraiment de définir de manière facilitée quel type de blessure. Et donc ça après un médecin, mais ça peut être aussi un kiné, un ostéo. Finalement, c'est en gros c'est un professionnel de la santé qui s'y connaît et qui a l'habitude, de faire ce genre de problème. Mais ça c'est la base. Il faut d'abord un diagnostic, parce que si tu traites ce que tu penses être une tendinite, mais qu'en fait tu as un problème au niveau de l'articulation, alors encore une fois, le coude, pas très difficile parce que il y a assez peu de choses. C'est vraiment rare les problèmes articulaires, mais si tu prends l'épaule, là ça peut être la tendinite, les ligaments, la bourse, et puis en plus tu as plein d'articulations. T'as la sternoclaviculaire, enfin bref, t'as 3 articulations. En fait, les gens disent l'épaule, mais en fait t'as 3 articulations différentes. Donc là, ça commence vraiment à être un peu une vraie galère. Donc, mettez bien au maximum un diagnostic sur ce qui vous arrive, et ensuite, à partir de là, vous pouvez envisager un traitement, une prévention. Et si ça vous emmerde de le faire, le mieux, ça reste de faire du repos en attendant pour pas que ça s'aggrave, quoi. Alors, le repos, je pense qu'il faut aussi le définir, parce que je pense que dans le cas des tendinopathies, c'est pas un arrêt de mouvement total, parce que le problème, c'est que tu vas voir peut-être le tissu. Alors, il y a aussi le problème que les muscles récupèrent beaucoup mieux que les tendons, parce que les muscles sont beaucoup plus irrigués que les tendons, donc il y a un renouvellement qui est pas aussi optimal que sur tes muscles. Et c'est vrai que si tu immobilises complètement un tendon qui est fragilisé, bah tu vas avoir ton tissu cicatriciel qui va se former, mais dès que tu vas recommencer à bouger, tu vas casser, ça va se réenflammer. Donc effectivement. Donc justement, pour donner des solutions aux gens qui ont ce genre de pathologie, une fois que ça a été diagnostiqué comme pas un problème articulaire, mais plutôt tendineux, je pense que les choses, souvent, faut comprendre d'où ça vient, et souvent, c'est malheureusement des techniques qui sont pas top à la salle, ou des exercices qui sont pas forcément optimales pour une certaine personne en fonction de sa morphologie, ou qui forcent trop sur une amplitude ou des choses comme ça. Donc je pense que le premier truc à avoir, c'est trouver les exercices qui font mal. Je t'écoute, hein. Vas-y. Trouver les exercices qui font mal. Ensuite, je pense qu'un truc qui est aussi important, c'est une fois que vous avez trouvé les exercices qui font mal, ça ne veut pas forcément les stopper complètement, mais peut-être réduire l'intensité de l'entraînement sur ces exercices. C'est-à-dire que quand je parle d'intensité, je parle des charges qui sont développées. Par exemple, si vous vous rendez compte que sur votre développé couché, vous avez mal à votre coude, travailler avec une intensité plus faible, donc avec plus de répétitions et une charge plus faible. En termes de gain musculaire, vous n'allez pas perdre souvent quoi que ce soit, parce que de toute façon, vous allez quand même solliciter vos muscles. Ça peut être une première étape. Deuxième étape sur les techniques, par exemple, quand on parle des coudes et des avant-bras, etc., c'est faire attention à ce que, en fonction des exercices, que ça soit des poussées ou des tirages, que votre poignet soit aligné avec votre coude, parce qu'on sait que si tu mets une tension supplémentaire en créant de la tension, en mettant la barre sur le côté, que ça soit quand tu pousses ou quand tu tires en utilisant ton avant-bras, on sait que sur la longue, ça peut causer ce genre de... Plus tu ajoutes des contraintes au niveau de ton coude, et plus potentiellement ton tendon il va avoir des contraintes, hein, c'est de la tension en fait, hein, et donc plus il est dégradé. Il y a aussi le fait, alors moi je le sais d'expérience avec mes clients aussi, c'est un type que je donne souvent, c'est attraper la barre vraiment de manière comme si votre vie en dépendait, que ça soit pour les exercices de poussée ou de tirage.
Waouh. En fait, là, on a dépassé le temps de parler. C'est magnifique. Vas-y. Est-ce que j'ai mon petit chapeau? Nickel. Pour les pousser le tirage, donc vraiment serrer la barre comme si votre vie en dépendait. Souvent, naturellement, ça te recrée un alignement en fait poignet-coude instantanément. Donc ça, c'est un truc que je donne souvent. Et après, vous pouvez porter soit des manchons, des choses pas forcément serrées, mais qui gardent vos articulations au chaud ou les insertions de vos tendons. Ça marche, ouais, ça marche pour le coude, hein, notamment. Ouais. Tout ce Ça qui est marche de manière anecdotique, on et... l'explique pas trop, Non. mais ça marche. Voilà, la science ne demande pas tout de toute façon, peut-être que dans mais 10 ans... Il y a quand même des pistes sur le fait que ça marche, c'est qu'en fait apparemment en appliquant une force, donc pour tout ce qui est tendinite au niveau du coude, en fait, donc c'est soit les golf ou les tennis elbow. Alors ce qu'on disait, c'est que moi j'arrive jamais à retenir lequel est lequel. Mais bref, en gros, c'est les insertions des fléchisseurs. Golf, voilà. tennis. Bon, c'est du professionnel. Donc les fléchisseurs au niveau de l'avant-bras ou les extenseurs de l'avant-bras qui s'insèrent sur les deux reliefs latéraux au niveau du coude. Et souvent, en fait, les tendinites du coude, c'est quand même à ce niveau-là parce que c'est des blessures ultra fréquentes. Ouais. C'est même dans la population générale des mecs pas forcément sportifs. C'est des tendons assez fragiles parce qu'en fait, c'est plusieurs tendons qui confluent sur un seul tendon commun qui est attaché sur un petit relief osseux. Donc en fait, c'est une histoire là c'est de la biomécanique, c'est plus t'as une surface réduite et plus la tension au centimètre carré elle est importante. Donc en fait, c'est un tendon qui a beaucoup de contraintes sur une faible surface. En plus, t'as la torsion aussi qui vient jouer et ça tire dans plusieurs directions. Donc, et le fait que c'est sans arrêt sollicité parce que t'as tes avant-bras, tes poignets, tout le monde s'en sert et c'est con, mais ne serait-ce que par la personne qui est à la caisse, tu vois, qui scanne les articles, elle se défonce à la langue. Pourtant, il n'y a pas de poids, il y a des poids anecdotiques par rapport au mec qui va soulever des charges de bœuf, mais ça suffit, ce genre de petits mouvements répétés, en fait, à dégrader le tendon et à faire des douleurs. Donc ça, c'est des douleurs qui sont fréquentes. Et donc pour ce genre de pathologie, il y a des bandes de compression en fait, c'est je sais plus comment ça s'appelle, c'est des bandes élastiques ou des attelles ou des manchons ou bref des choses qui vont comprimer et qui vont en fait resserrer le coude. Et effectivement, il y a quand même plusieurs pistes sur le pourquoi du comment que ça marche. C'est premièrement le fait que quand tu rajoutes quelque chose autour, tu rajoutes en fait de l'élasticité à ton articulation. C'est-à-dire que ça va t'aider à être un peu plus élastique et donc ça va restituer la force. Et la deuxième chose, c'était alors c'est mal expliqué, mais c'est que ça répartit un petit peu mieux les forces au niveau du coude et notamment les tensions. Qu'en fait, la bande élastique transmettrait un petit peu d'énergie en fait aux structures alentours et ça dissiperait un peu l'énergie au niveau du tendon sur les tendons autour. Donc en fait, en diminuant les contraintes, tu arrives à, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est la balance contrainte. En gros, c'est les traumatismes infligés et les capacités de récupération. Donc si tu diminues les traumatismes, même sans améliorer la récupération, tu peux arriver, si tu es en dessous, à progressivement diminuer les douleurs et surtout récupérer sur le plus ou moins moyen terme, on va dire. Il faut faire attention avec ce genre de pathologie, c'est que c'est pas parce que vous avez plus de douleur que c'est complètement réparé. C'est un peu la théorie de l'iceberg en fait, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'avez pas de douleur que votre tendon est complètement réparé. Donc sur une première période, il faut vraiment continuer à mettre, si ça va mieux, il faut continuer dans cette direction jusqu'à je dirais au moins un mois pour être sûr que ça revienne pas quoi. C'est assez c'est purement anecdotique et empirique ce que je dis, mais il y a souvent des mecs à la salle qui viennent me voir pour les coudes et en général si t'es un début de tendinite, après je parle pas des stades avancés où parfois ça met des mois à récupérer, mais on va dire que le mec qui arrive et qui dit j'ai une douleur au niveau du coude, donc des insertions comme on parle, en général, en arrêtant quelques semaines, en général, si tu arrêtes 2-3 semaines les mouvements qui font mal que tu récupères, ça veut pas dire de pas faire de muscu, ça veut dire de plus forcer comme un bourrin avec tout ce qui va te solliciter, genre les curls à fond, les élévations latérales, c'est con, mais les élévations latérales, en fait, ça te met masse de tension sur les extenseurs. T'as plein de petits mouvements, en fait, d'exercices comme ça qui font mal. Donc déjà, en supprimant les exercices qui font mal et en se reposant, entre guillemets, en 3-4 semaines, tu peux arriver à ne plus avoir de douleur et à reprendre les mouvements habituels. Alors je dis pas forcément avec des charges super lourdes, mais en gros un mouvement contrôlé avec une charge normale et ne plus avoir de douleur. Et les mecs me disent c'est bon, je reprends. Et en général je dis ça passe de réhabilitation à direct. RM.
Et les mecs ils me disent ouais mais combien de temps? Donc en général je leur dis bah c'est encore une fois c'est empirique, ça se repose sur rien du tout. Mais je leur dis s'il te faut 3 semaines pour ne plus avoir de douleur. Ça va vraiment dépendre de ta capacité de récupération, si tu dors bien, si t'as des. Et puis la notion de repos relatif, elle est variable. Donc t'en as, ils ont mal, ouais j'ai mal et tout, et puis ils continuent de forcer comme des bœufs. Ouais. Donc mais je dis si au bout de 3 semaines, de 0 à 3 semaines t'as plus mal, bah attends encore 3 semaines pour la sécurité, pour vraiment laisser le temps à ton tendon, parce qu'en fait c'est comme tu dis, c'est que la douleur elle survient à un moment où en fait ton tendon est déjà endommagé depuis, du seuil, depuis longtemps. Donc ça veut pas dire qu'au moment où t'as plus mal, ton tendon il est normal, ça veut dire que c'est en dessous du seuil de la douleur. Exactement. Mais si tu veux pas que ça revienne au bout de 2 séances, bah laisse un peu récupérer. Et souvent je trouve qu'on fait quand même, on met trop d'accent sur certains exercices en muscu. En vrai, la muscu c'est quand même un sport génial où même avec des douleurs un peu partout, t'arrives quand même à toujours trouver des exercices. C'est extrêmement important. Je pense que les solutions, on va les résumer, c'est ça, c'est optimiser vos techniques. Changer d'exercice s'ils sont problématiques, comme Paul Mathieu vous dit, il y aura toujours des options autres. Enfin, tu peux pas faire développer coucher, c'est pas grave. T'as 1000 exercices pour travailler et même au niveau des épaules, souvent c'est rare quand même que tous les exos, le mec qui peut pas faire développer coucher, bon pour les pecs, bah tu fais de l'incliné et souvent en fait tu te rends compte que t'as un angle qui te fera pas mal. Exactement. Alors ok, c'est peut-être pas l'angle optimal, l'angle où avant tu sentais mieux et tout ça, mais à un moment quand t'es en réhabilitation, en réadaptation d'une blessure, bah il faut savoir ce que tu veux quoi. Si t'as une bonne salle, t'as des presses convergentes, tu peux faire de la poulie, enfin et puis même si tu peux plus faire de presse, bah c'est con, mais fais des écartés. En vrai, tu te fais une bonne séance d'écartés. Complètement. Et puis même, je vais dire souvent une blessure, si vous la prenez intelligemment, alors je dis pas la blessure catastrophique, voilà le pauvre Jean-Pierre qui s'est fait niquer les quadrilles. Bah non, c'est malheureux, mais il y a des blessures qui mettent une fin à ta carrière. Mais quand c'est des blessures qui se viennent progressivement, c'est quand même parfois, je vais pas dire une chance, dans le sens où non, une blessure c'est pas une chance, mais si tu arrives à réfléchir, à te poser tu peux apprendre de ta blessure. Tu peux apprendre de ta blessure et surtout parfois ça te fait voir des nouvelles choses parce que ça te force à modifier ton entraînement et à faire ce que tu fais pas. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé, alors j'ai jamais eu, je croise les doigts, de blessures sérieuses, mais parfois des petites douleurs, bah, on en a tous. Moi je sais que effectivement moi c'est ce coude-là qui me fait un peu mal. Globalement je m'en sors, mais c'est vrai que dès que je sens que je force un petit peu sur les biceps, bah en 3, 4, 5 semaines, ça revient un petit peu. Bah pareil, j'arrête une semaine, ça part. Mais c'est un endroit qui, si je fais pas gaffe, ça fait mal. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est quand ça arrive de faire une série de tractions lestées. Ouais, non, mais c'est marrant, mais en fait, ouais, mais alors les tractions me font absolument pas mal parce que en fait, il y a aucune tension sur mes extenseurs puisque mon poignet il est neutre. En fait, les tractions. T'es en position neutre sur tes tractions. Bah, quelle que soit la position, supination neutre ou autre, il n'y a pas de mouvement en fait de mon poignet. Si tu veux, il est en isométrie. Donc en fait, mes extenseurs ils doivent travailler mais en isométrie et donc ça fait pas de... Ah mais tu sais, t'as des gens qui compensent, ça dépend quel type de pathologie t'as, mais moi j'avais des clients qui avaient des douleurs justement... Ah oui, parce que c'est de la fléchisseur, moi c'est des extenseurs. C'est ça. Donc ça va dépendre aussi de vos pathologies. C'est ça, il y a pas... C'est ça, c'est vraiment... Et donc en fait, quand tu modifies ton entraînement, bah tu fais, au lieu de faire des séries de, si t'aimes faire du 5-8 reps, en muscu, je parle pas du powerlifter, mais... bah tu dis bah voilà je vais faire du 20 reps, du léger, 3 secondes de le descendre, enfin tu vois tu modifies vraiment et en fait tu apprends des choses et tu modifies ton entraînement et en fait des fois c'est même les séances où tu dis putain en fait ça fait vachement de bonnes sensations parce que t'es obligé de faire comme ça un truc que sinon t'aurais jamais fait parce que bah tu te dis bah je vais pas me faire chier à faire ce genre d'exo à la con et donc des fois t'as pas le choix et aussi ça oblige à revoir la technique parce que quand vous êtes blessé bah, faites un pas en arrière voire même 2 ou 3 pas. Tu redescends tes charges et tu retravailles ta technique. Et en fait, tu te rends compte que les charges que tu mettais avant... le pire en musculation, c'est vraiment l'ego, quoi. Ouais, c'est l'ego. Mais on a tous plus ou moins, mais et il faut vraiment lutter contre ça, quoi. Ouais. Moi, j'ai une phase powerlifting où, bah, justement, je suis pas un mec qui fait 2 mètres 100 kilos, donc voilà, j'ai essayé de faire des grosses barres et c'est comme ça que j'impressionnais un petit peu les bros à la salle. Mais ouais, bah ça m'a poussé à me déchirer un petit peu. Tu sens ton corps qui te dit frérot arrête, laisse-moi. Une rep, 3 reps là, mollo quand même. Hein. Ouais, c'est clair. Squatter 4 fois par semaine. Mais au début pareil, tu sais, moi parce que si tu vas sur internet, t'as plein de vidéos de mecs, mais ils sont incroyables, ils sont super forts et. Ah bah si tu te compares par rapport aux mecs sur internet, moi je pleure tous les jours. Mais c'est ça. Tu prends les haltérophiles chinois. Les mecs, il est en moins de 79 kilos, il squatte 270. Le dos qui est droit comme ça, les chevilles 180 degrés. C'est impossible.
Donc ouais, mais c'est vrai que, et puis si tu vas sur internet, tu postes, tu sais, tu mets ta vidéo de squat, toi t'es content, t'as progressé, tu sais, tu faisais 60, tu fais 70. Mais t'es nul, moi je fais 10 fois ça. Ouais, franchement, je comprends pas, moi toutes les semaines j'ajoute 5 kilos à ma barre, et là tu te dis, mais en fait je suis trop naze, et si tu fais ça, moi je sais que le squat, j'ai arrêté dès que je monte les charges. Enfin, j'ai arrêté, non mais je dis pas, enfin je pourrais progresser bien sûr, et des fois j'ai tort de pas vouloir pousser un peu plus, mais j'ai une voix dans ma tête qui me dit ouais tu vas monter, et puis à un moment en fait je sens que ça tire, je sens que c'est pas un mouvement qui est fait pour moi, et je sens, c'est bizarre de dire ça, mais je sens que c'est un mouvement où potentiellement je peux me blesser, tu vois, je sens qu'il est pas naturel. Les tractions c'est un mouvement où je performe bien, et pour moi il est naturel, tu vois, je veux dire, j'ai l'impression que même si je suis fatigué, même si je mets plus lourd, moins lourd, je vais pas dire qu'il peut rien m'arriver, c'est un peu prétentieux, mais je sens que c'est un mouvement qui est adapté. Alors que le squat, tu sais, ouais, je fais mes répétitions, mais je me dis, le moment où je me déconcentre, le moment où je mets, tu sais, genre 5 kilos de plus sur la barre qu'il fallait pas, je reste par terre et je me fais casser en deux. Et donc, ouais, soyez réalistes Le squat, c'est quand même un exercice où si ta technique est pas bonne, ouais. t'as quand même des risques de blessures. Terre, hein, tu peux vraiment te défoncer. Tu regardes dans les recherches, il y a beaucoup plus de blessures au squat ouais. qu'au soulevé de terre. En particulier sur le dos, tu vois. Ouais. L'articulation sacro-iliaque, ouais. toutes les hernies et tout, souvent c'est sur des squats plus que sur des soulevés de terre. Ouais, parce que c'est vrai que le nombre de gens que tu te dis, bon, le dos il va se briser, ouais. Et qui finalement. Ouais, mais parce qu'en fait ils ont peut-être des mauvaises positions de tirage, mais leur dos ne bouge pas en fait. C'est possible, ouais. Alors que le problème, c'est que le problème avec le squat, c'est que souvent les gens qui maintiennent pas leur hyperlordose ouais. Et qui ont un butt wink en bas, et bah souvent c'est. Ouais. Et puis tu t'ajoutes de la blessure chronique ouais. Sur de la blessure aiguë, quoi. C'est toujours un peu ça, où tu fragilises en fait. La blessure chronique aussi. Déjà, ils vont regarder la vidéo, ils vont arrêter de squatter. Ils vont arrêter le squat, c'est bien avec une bonne technique. Ils vont arrêter la muscu. Non, mais c'est juste pour vous dire en fait d'être réaliste, de pas vous comparer aux autres, parce que c'est vraiment la pire chose à faire. Je dis pas qu'il faut pas être émulé et vouloir progresser, mais à un moment c'est risqué, quoi. Si vous êtes pas fait pour ça, vous allez le payer cher en fait. Ouais. Et il vaut mieux en prendre conscience avant de se niquer que après, parce qu'une fois que c'est fait, c'est trop tard. Et faites attention, l'ego de côté, technique, les bons exercices, gardez vos articulations au chaud, baissez vos intensités. Ouais, échauffez-vous aussi. C'est ce que tu disais en fait. Ouais. Revoyez votre technique ouais. Avec des charges plus en vrai, en muscu, on va dire ça, moi ça me fait rire, toujours le débat, la contraction volontaire, où Nassim il se fait tailler à chaque fois. Mais je suis persuadé, alors la contraction volontaire, je suis sûr que c'est un terme qui veut rien dire, mais enfin non mais aussi tu contractes volontairement, mais c'est pas le fait de contracter volontairement, mais ça veut juste dire en fait d'avoir un mouvement propre où tu cibles en anglais on dit de mind muscle voilà, où tu cibles le muscle, et en fait la muscu c'est ça, donc moi je suis parfaitement d'accord avec Nassim, mais ça veut pas dire qu'il faut pas pousser lourd, parce que tu peux pousser lourd avec une excellente connexion nerveuse. Et moi, Ah, mais le problème, c'est que là, moi, où je suis pas forcément d'accord avec ça. Alors, on va faire du buzz comme ça, on va changer le titre qu'on avait prévu de mettre. Nassim, t'en enculé. En fait, tu peux faire un recrutement volontaire de certains faisceaux. Ouais. Tu vois, par exemple, faire du développé couché en te concentrant plus ouais. sur tes pecs. Très bien, je suis d'accord. Mais si on te demande de faire une performance max, ouais. Tu vas oublier, tu peux pas faire une performance max et te. Mais alors alors auquel cas, mais je pense que. Le problème, c'est que sur le long terme, si tu regardes en termes de développement musculaire, après c'est là où c'est une question intéressante, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire de la contraction volontaire pour développer ton muscle ou chercher la performance maximum et tu vois pousser ta progression comme ça. Donc c'est ça le débat à mon avis. Mais après c'est marrant ce que tu dis, parce que finalement je pense qu'il y a pas mal d'incompréhension. Où en fait les gens ils disent ils résument contraction volontaire, il faut pas pousser lourd, mais c'est pas ce que ça veut dire. Exactement. Et en fait ça veut pas dire qu'il faut pas. Nassim avec ses contractions volontaires sans doute fait plus que moi avec mes contractions involontaires. 50 kilos, c'est sûr. Mais en fait c'est tant que ton mouvement reste contrôlé et qu'en fait toi tu contractes volontairement, c'est-à-dire que tu cibles ton muscle, tu peux monter. Mais effectivement, genre je sais pas, tu prends un exemple au hasard. Si tu prends en contraction volontaire 8 reps au développé couché à 100 kg, donc contraction ça veut dire qu'en fait tu contractes vraiment tes pecs et tu fais 8 reps propres. Pour toi c'est ton 8 reps maximum. Mais tu pourrais en fait en faisant n'importe comment rajouter 20 kg sur la barre. C'est ça. Mais ce serait plus cibler le muscle. Donc en fait les gens ils disent il faut pas soulever. Ouais, mais tu vois le problème c'est que après tu dis c'est pas cibler le muscle, mais tu peux pas faire le mouvement sans recruter le muscle. Non mais bien sûr, ouais.
Tu vois ce que je veux dire? C'est là où, je vois ce que tu veux dire, mais si tu commences à monter la charge, à dégrader la technique, après on en revient à ça, Non, mais avec, non, sans, okay, non, avec une même technique. Ouais, une même technique. Oui, non, c'est important. Moi, c'est technique et intégrité physique. Je vois ce que tu veux dire. Ok, bah après ça devient compliqué aussi à analyser parce que tu vas prendre le mec qui a des bonnes insertions, qui va recruter le muscle de toute façon, le mec chez qui le mouvement je prends l'exemple du développé couché, où t'as le mec qui va recruter les pecs spontanément, auquel cas lui il aura beau pousser ultra lourd et à même pas se concentrer dessus, il va recruter les pecs. La même chose. Ouais. Et à l'inverse, tu vas avoir l'autre mec qui va recruter que ses triceps et son développé. Mais tu vois, par exemple, tu peux même, c'est un sujet super intéressant, mais tu peux même parler de tempo. Parce que souvent, quand tu fais attention à recruter un muscle, ton tempo va être plus lent que si tu fais du explosif pour essayer d'avoir un maximum de reps. Et c'est pas parce que t'es explosif que t'as forcément une mauvaise technique. Mais tu sais que ton temps sous tension, en te focalisant sur le muscle, tu vas faire forcément moins de répétitions que si tu vas all out. Donc, à mon avis, c'est un sujet intéressant. C'est un sujet intéressant. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant et la question n'est pas tranchée. Mais en tout cas, tous ceux qui critiquent en disant ça veut dire faut pas pousser l'eau. Je trouve que c'est résumé ça de façon. En fait, faut toujours ramener au contexte et à la personne et en termes d'intensité par rapport au 1RM de la personne, quoi. Parce que le pas lourd pour toi, c'est peut-être lourd pour. C'est ça, mais c'est clair. Mais tu prends les tractions. Quand je démarre, les gens ils disent souvent on entend il faut pas s'échauffer aux tractions à vide. Mais en fait c'est con, mais moi je m'échauffe aux tractions à vide parce qu'en fait, pour moi c'est comme si je soulevais rien en fait. Et c'est vraiment pas une charge qui est. Quand j'ai eu mon accident l'année dernière, je faisais du léger en faisant des tractions au poids de corps. Ouais. Et si t'es bon en traction, les gens ils me voient et ils se disent mais je croyais que t'étais blessé et tout. Ouais mais normalement moi, je mets 30 kilos quoi, tu vois. C'est exactement ça. Alors que le développé couché, moi tu prends l'exo où je suis le plus naze, genre mon maxi, le max que j'ai soulevé un jour dans ma vie c'est 90 kilos développé couché. En vrai, après 10 ans de muscu, non mais c'est vraiment naze. Mais pareil, après je peux monter et tout, mais je sens que c'est pas un mouvement où dès que je commence à forcer, je commence à avoir l'épaule, mais à chaque fois ça passe, tu vois, genre j'arrête une séance, ça passe, mais je sens que si je persiste en me disant vas-y continue. T'as des longs avant-bras quand même. Hein. Non c'est vrai. Les bras. Par rapport à ton numérus, donc il a une course sans doute qui est plus importante. Non mais en fait si je descends jusqu'en bas, j'ai mes épaules, c'est sûr que c'est le mec qui me dit il faut que tu touches la barre avec ta poitrine, sauf que mes coudes ils touchent le sol quoi. Et tu vois c'est marrant parce que on pourrait se dire c'est aussi pour ça que c'est vraiment par rapport à la personne parce que tu vois il y a des gens ils disent t'as des longs avant-bras, ça veut dire que tu peux pas faire de développé couché. Et moi j'ai des clients qui ont des longs avant-bras mais qui ont une souplesse d'épaule incroyable et en fait ils ont aucun problème au développé couché, tu vois. Donc c'est encore une fois c'est un tout. C'est un tout, voilà. C'est un tout. Et tu peux pas dire spécifiquement genre t'as ça, tu peux pas faire ça, c'est toujours par rapport à la personne donc adapté en fonction de vous. Et de toute façon en vrai en termes de performance, je dis mais c'est le mec qui regarde la vidéo ou la fille, c'est tu le ressens en fait ce qui est bon pour toi et ce qui est pas bon. En fait souvent les exercices où tu sens que tu progresses, où tu sens que t'es bon, tu instinctivement tu le sais. Moi les tractions je me suis jamais posé de questions dessus. Et le développé couché au début je me disais c'est bizarre, je progresse pas et tout, alors que le mec sur internet il m'a dit que toutes les semaines je devais rajouter plus 10 kilos à ma part. Alors ok ça a marché les 4 premières semaines tu vois. Et jusqu'au jour, je raconte ça souvent, où après 1 an de muscu, donc j'arrivais péniblement à faire mes séries de 10 reps à 60 kilos, alors qu'en ayant j'avais commencé, alors c'était pas la barre à vide, mais tu vois le cliché du mec tout cuss qui se fait écraser par la barre, il fait genre que personne n'a vu. Et j'avais mon frère dans la salle de muscu, je fais vas-y viens avec moi, et je te jure il a tourné, il avait jamais fait de muscu de sa vie, et même pas forcément. Ça c'est vraiment frustrant ça. Et il prend la barre, et puis il commence à la pousser, en gros il avait pas mis tout à fait pareil, mais en gros, je me suis dit, en un mois, il m'a déjà dépassé parce que, pour lui, le développé couché, c'était un mouvement. Et encore, il est un Golgoth, donc, mais j'imagine que tu prends des mecs qui ont une génétique extraordinaire. D'ailleurs, t'entends, Jay Cutler, c'est lui qui disait, le première fois où je suis allé dans une salle de muscu, j'ai poussé 100 kilos. Et j'avais un pote aussi, pareil, le mec, il était alors que moi, c'était une étape pour moi, 100 kilos développé couché. Moi, une étape que je vois de très loin, là. Je l'ai obtenu, peut-être après, 2-3 ans de muscu, c'était un pire pour moi. Donc tu vois, chacun a ses performances. Et alors par contre, si vous êtes très bon au soulevé de terre, au squat et au deadlift, faites du power. Faites du power. Appelez-moi et on s'organise. Mais si par contre vous êtes ni bon au terre, ni bon au squat et ni bon au développé couché. Mais ça veut pas dire que vous pouvez pas être un bon bodybuilder. Non, et c'est ça le truc, c'est que le but c'est esthétique, c'est pas de soulever lourd. Parce que tu vois, genre par exemple, tu prends l'exemple de Jay Cutler.
mais c'est un mec qui avait, genre tu regardes ses entraînements quand il était au top dans les années 2000, là, quand il essayait de gagner contre Ronnie Coleman, ses mouvements c'était que du partiel. Il faisait pas de squat, il faisait pas de soulevé de terre, et pourtant il était monstrueux quoi. Et tu regardes son développé couché, il est super haut, pratiquement guillotine, mais tu vois, genre il y a ça, et il pump et il s'en sort très bien, donc voilà. Il y a Finalement, pas, il savait ce qui marchait sur lui. exactement. Peut-être pas forcément naturel, je sais pas. Bah, Ronnie Coleman était naturel. Ah donc, oui, c'est vrai. Mais il est passé pro naturel. Si on passait au pré-entraînement, c'est pour ça que tu prends ton verre là, tu te fais un petit shot. C'est de la vodka. Ouais, je voulais parler des pré-entraînements parce que c'est un truc qui se vend énormément. En fait, je me rends compte dans les magasins de compléments alimentaires, c'est vraiment un truc qui fait rage. Et le truc, c'est que moi, je vois souvent des gens qui viennent me voir pour du coaching et donc il y a un pré-entraînement où vous allez trouver plusieurs substances, molécules, de choses qui marchent plus ou moins ou pas, ou qui sont très marketing. Bref, ça va du café au rail de coke. C'est ça. Mais c'est vrai qu'un des ingrédients primaires qu'on a dans les pré-workouts, c'est la caféine. Et c'est un peu la base. Donc tous sur ça. C'est un peu la base parce que c'est souvent ce qui te fait ressentir directement quelque chose. Surtout pour les gens qui n'ont jamais pris de caféine. Et justement, le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui surconsomment de la caféine quotidiennement et qui s'en rendent même pas compte parce que culturellement, la caféine, c'est autorisé. Vous en trouvez dans le thé, dans le café. Et même, enfin, c'est vendu. Maintenant, je vois, ils font des chewing-gums à la caféine. Alors ça, j'ai pas vu, mais ouais. T'en as dans beaucoup de choses, beaucoup de boissons. Toi qui étais étudiant comme moi, peut-être que t'as appris des trucs comme du Buronzan ou des choses. Ah ouais, j'étais plutôt. Non, j'ai bois du café depuis très récemment, depuis un an. Ok. Moi, j'aime pas du tout le café. Mais je sais que ça m'est arrivé quand j'étais en prépa de prendre. C'est des cafés, des cachets de caféine, tu vois. Les comprimés là. Ouais, c'est ça. T'as 100 mg de caféine et du coup, quand t'as 20 ans, c'est bon, je peux travailler jusqu'à 3h du matin. C'est probablement pour ça que c'est un des suppléments qui marche le mieux parce que en fait, je pense que c'est un des rares en fait où t'as un effet direct. La prod, tu la prends. Mais elle va dire que ça t'a fait gagner tant de grammes de muscles, tu sais pas trop. Alors que là, c'est vrai que c'est un peu plus ou moins selon les boosters, mais c'est un peu on-off. J'étais pas très en forme et puis je prends ça et puis d'un coup tout de suite je sens que je suis dans ma séance. Donc t'as un effet direct. Donc c'est pour ça que ça doit pousser les gens. Enfin, tout ce qui te donne un effet direct, quand tu l'as plus, tu sens tout de suite. Et donc du coup tu te dis ah bah oui, c'est vrai que j'ai plus et donc peut-être que je vais reprendre. Donc un effet pas forcément d'accoutumance, mais pas de dépendance non plus, parce que la dépendance c'est plus un terme avec des symptômes de manque. Mais psychologiquement, c'est vrai que quand t'es... Mais t'as des symptômes de manque avec la caféine. Ouais, t'en as. Mais on va en parler un petit peu après, parce qu'en fait, je dois faire une vidéo sur la caféine, donc j'avais préparé quelques billes là-dessus. Mais c'est vrai qu'on se rend... sur mes recherches, t'as 9 personnes sur 10 qui consomment de la caféine. Quelle que soit l'origine de la caféine, que ce soit alimentaire ou en termes de compléments, etc. Et le problème de la caféine, c'est qu'au démarrage, c'est effectivement un stimulant. Le problème, c'est que quand t'en consommes trop souvent, tu as une tolérance qui se crée à la caféine et tu n'as plus ses effets, ses avantages en fait. Donc, les gens qui continuent à surconsommer ou tu vois, peut-être augmenter leur consommation de caféine en espérant en tirer les effets de leur première consommation de caféine, ils ont fait waouh, je me sens trop bien. La première dose. Et en fait, le problème, c'est que le statut normal, tu vois, quand ils se réveillent et qu'ils n'ont pas encore consommé de caféine, et en fait en dessous de leur normal, parce qu'ils sont dans cet effet de manque, et le fait de consommer de la caféine va juste les ramener à la normalité. Et c'est le problème que moi je vois souvent, c'est que les gens surconsomment, ils essayent d'en consommer plus pour avoir ces effets-là, et ça marche pas. Et surtout, les effets négatifs que vous avez avec la caféine, c'est que ça a un impact sur votre sommeil. Et le problème, c'est qu'en termes d'optimisation de votre développement musculaire, le sommeil est primordial. Et si votre sommeil est de mauvaise qualité, potentiellement, vous tirez une balle dans le pied au niveau de votre développement musculaire. Et le problème de la caféine, c'est que, alors, comme on en parlait avant de faire cette vidéo, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Mais clairement, je pense qu'on peut dire que quelqu'un qui prend un pré-entraînement avec 250 mg de caféine à 20h le soir avant sa séance et qui va essayer d'aller dormir à 23h,
Alors, il y en a qui l'ont fait. Non, mais il y en a qui le font tous les jours. Moi, alors, je prends pas tous les jours, mais parfois ça m'arrive quand je suis un peu fatigué. Je prends un café le soir, il peut être parfois 19h30. Alors, je m'endors comme un bébé, mais je peux m'endormir à 23h. Ouais. Mais alors, le truc, c'est que la caféine, ça marche, parce que je le sens. Mais ça, c'est un point important. Pas de dormir. Ouais, alors ça, c'est un point important, c'est que souvent les gens se disent, j'arrive à dormir, donc ça n'a pas d'effet sur moi. Mais le problème, c'est que la caféine, ça va pas forcément vous empêcher de vous endormir, mais au niveau de votre sommeil, vous avez différents stades de sommeil. Vous avez le sommeil paradoxal, c'est là où vous faites beaucoup de rêves et tout, c'est un peu la première étape. Et en gros, vous avez 3 phases de sommeil qui va du paradoxal au profond. Et en termes de récupération physique, ça va être le sommeil profond où vous allez récupérer le plus, c'est-à-dire au niveau de votre construction musculaire, de votre hormone de croissance, ouais, etc. Et le problème, c'est que quand vous dormez avec de la caféine, ou avec de l'alcool aussi, ça vous empêche de... Moi, c'est de la caféine. Non, mais je le dis parce que souvent avec, tu vois, genre... c'est vrai que c'est de la vodka, ou les stimulants, ou les choses comme ça, les gens se disent « Ah, j'ai trop bien dormi, j'ai fait plein de rêves, etc. » Mais en fait, plus vous rêvez, et moins vous avez passé de temps dans le sommeil profond, et moins vous allez récupérer. Donc ça va pas forcément vous empêcher de vous endormir, mais en termes de récupération, ça va être sous-optimal. Et ça, je pense, c'est un truc auquel les gens devraient faire plus attention, c'est que s'ils veulent utiliser les effets positifs de la caféine pour leur entraînement, ce qui est une bonne idée, ouais, particulièrement si tu t'entraînes le matin, par exemple, ouais, pour, tu vois, genre optimiser ton cycle circadien et être prêt à la salle, tu peux en consommer, mais faire attention à essayer de ne pas en consommer après le coucher du soleil ou trop près de votre sommeil. Ouais, idéalement, donc de le décaler au plus possible. C'est ça, exactement. Et je pense que vous verrez que sur le long terme, déjà vous aurez les effets de la caféine et en plus vous optimiserez votre prise de masse. C'est vrai que c'est difficile parce que ouais, tu peux avoir des vrais effets de sevrage de café. Hein. Ah ouais. C'est chez les mecs qui consomment beaucoup de café, t'as les maux de tête, c'est classique. Quand t'arrêtes le café, t'as mal au crâne en fait. Et même, tu sais, se sentir un peu patraque, pas bien. Alors, le sevrage pour la caféine, c'est pas si long que ça, hein, c'est 9 jours. Ouais. Donc, si vous vous rendez compte, vous regardez cette vidéo, que vous calculez un petit peu, vous êtes à... Les 10 cafés que vous prenez tous les jours, c'est pas... Si vous êtes à plus de 100 mg de caféine par jour, vous êtes sans doute... Combien tu dis ? 100 mg. 100 mg ? Et ça va vite. Hein. De caféine De caféine. Un café tuyé, non ? 100 mg, c'est 60, 80. Ouais, c'est ça. Donc, à 100 mg, t'es un peu excessif, non ? Si parce tu regardes... 2 cafés, tu y quand même très vite, ou même tu prends un café concentré. Si tu prends 2 cafés tous les jours, t'as une tolérance qui est déjà construite au café, ouais. Ah ouais. Ouais, ça va vite. Ouais, ça va beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Ouais. Choqué là. Ouais, non mais c'est pour ça que je te le dis parce que les gens sous-estiment ça, tu vois. Ah ouais, parce que. Et tu vois, les mecs qui sont en prep et qui tapent 2 litres de Coca Zéro aussi. Oui, parce que non, mais c'est vrai que t'as raison, il y en a aussi dans le Coca, il y en a dans le Red Bull. Et ça, je pense que c'est intéressant de le dire aussi, c'est que le Coca ne contient pas naturellement de la caféine. C'est un truc qui rajoute, parce qu'à chaque fois, moi j'achète du Coca sans caféine. Et les gens Coca-Cola ? Ouais, les Coca-Cola zéro sans caféine. Et les gens me tirent dessus en me disant ouais, mais ils utilisent des produits pour enlever la caféine. Non, ils mettent juste ils mettent pas la caféine dedans en fait. Donc voilà, pour votre information. Et je rebondis juste sur la caféine, ce que tu disais, il y a quand même une série de vidéos, alors il faut les retrouver, mais faites par Gundil, qui sont quand même excellentes sur le café. Alors c'est un peu austère, c'est le style Gundil, hein, mais bon, pour ceux qui regardent la chaîne, ils savent, mais c'est quand même sur les effets, en gros, les variations de la caféine sur les différentes personnes, et qu'en gros l'effet est très variable. Il a aussi fait au moins une vidéo je crois sur la caféine naturelle versus la caféine synthétique. Ouais. Et pour en toucher un mot, en gros c'est que la caféine naturelle, alors la molécule de caféine c'est la même, la caféine c'est de la caféine. Qu'est-ce que ça veut dire caféine naturelle versus synthétique? Ça veut dire que synthétique c'est comme tu dis tout à l'heure un comprimé de X milligrammes de caféine toute seule, ou avec d'autres trucs contenus dans ton booster. La caféine naturelle, c'est le café, le thé, et effectivement, elle est associée. Alors la molécule, encore une fois, c'est la même, mais elle est associée. C'est-à-dire quand tu bois ton café, tu as d'autres molécules qui viennent avec, et ce sont des molécules qui vont contrer en fait les effets indésirables de la caféine. Notamment, l'effet principal, c'était que la caféine, ça fait une vasoconstriction. Donc ça veut dire que la caféine resserre tes vaisseaux, augmente un peu ta pression artérielle, tout ça, et que dans le café, que tu ne retrouves pas dans les comprimés de caféine, tu as des molécules qui vont contrer un petit peu cette vasoconstriction, donc faire une vasodilatation pour rouvrir les vaisseaux, et donc vasoconstriction plus vasodilatation, ça fait que ton vaisseau reste à peu près normal. Et ça c'est intéressant parce que en muscu, la vasoconstriction c'est pas très bon, ça veut dire que ça restreint.
c'est schématique, hein, c'est de l'ordre de, c'est minime, mais ça existe quand même si tu multiplies ça par le nombre de vaisseaux au niveau de ton corps, et ça va restreindre l'apport de sang et ça va faire que ton corps travaille plus. Donc, regarder ces vidéos, c'est quand même très intéressant. Il y a aussi, j'ai lu un papier sur l'extrait de guarana qui est aussi de la caféine. C'est même peut-être un peu plus intéressant que la caféine. Que la caféine, ouais. Moi, je sais que si vous avez ça à dispo. Il y a, bon, je vais pas citer de marque concurrente au sponsor de la chaîne et de Aiki Prozis, mais il y a un des boosters qui contient un peu de guarana. Et moi, je sais que ça me réussit très bien parce qu'avec genre vraiment une dose assez faible de caféine, c'est de l'ordre, je sais plus, je crois 60 mg de caféine, donc on est assez peu. Ouais, c'est un booster, donc c'est un pre-workout. Ce qui est souvent intéressant, c'est que justement les gens ils associent, tu vois, par exemple de la tyrosine ou d'autres acides aminés parce que ça contrecarre un peu les effets anxiolytiques aussi, peut-être de la caféine, et les gens se sentent souvent mieux avec des combinaisons comme ça. Donc comme quoi tu peux améliorer, potentier le café. Mais du coup, ça contient du guarana et je sais que je le tolère très bien, mais c'est peut-être l'effet un peu plus prolongé. Enfin, c'est vraiment pas mal. T'as pas ce crash genre. Je suis bien. Le café, tu vois, je pense que moi, si on revient sur la vidéo de Gendil, je pense que moi, c'est typiquement, je vais être une des personnes qui le métabolise très vite. Okay. Parce que ça explique que je le prends à 19h30, tu vois, je peux dormir à 23h minuit, quoi. Ça veut dire que je pense que ça marche très vite. C'est-à-dire quand tu prends ton café, dans les 10 minutes, il faut que tu sois sur ta barre en train de cesser. Les vidéos du mec qui arrive, la salle est fermée, il casse tout. J'ai pris mon pré-workout, mais en gros c'est un peu ça. Le guarana c'est beaucoup plus long. Mais ça arrive qu'en France. Aux États-Unis elles sont toujours ouvertes les salles, t'as pas ce problème là. Là on est férié aujourd'hui, voilà, la salle ferme tôt. C'est férié mec, c'est férié, tu veux pas faire travailler les gens le jour férié. Exactement. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Qu'est-ce qu'on aborde aussi comme sujet? On avait notre dernier sujet parce que là je pense qu'on est déjà à pas mal de temps de vidéo. On avait visé moins d'1 heure, mais on savait très bien que. Donc le dernier c'était la dinde de Noël. Exactement, comment préparer les repas ou tout ce qui est fête, etc. C'est vrai que moi pardon. C'est une problématique on me pose souvent la question parce que c'est vrai que en France culturellement c'est repas avec apport calorique illimité. Les gens s'ils sont dans une période de perte de poids ou d'optimisation de leur santé, ça leur fait un peu peur et c'est un stress qui est assez important. Et alors toi peut-être pas du tout parce que Paul Mathieu est plutôt relax, moi je suis plutôt anxieux, donc moi j'optimise mon approche des fêtes de Noël. Moi j'ai une approche tranquille. Je mange ce qui est bon. C'est ça. Mais pour les gens qui ont un peu ce problème de se dire il y a les fêtes de Noël, ça va complètement casser la routine que j'ai mis en place ou même ma perte de poids ou des choses comme ça. Je pense que c'est des choses que vous pouvez aborder de manière intelligente. Je pense que pour les gens qui ont des objectifs, c'est justement pas d'y aller en mode je fais attention à rien et je laisse tout tomber pendant 3 semaines. Ça peut faire très mal. Parce qu'en termes de dégâts, si vous êtes en mode ad libitum, c'est-à-dire que vous mangez autant que vous voulez et que vous avez vos parents qui ont divorcé, donc vous faites 3 Noëls plus celui avec votre concubine ou des choses comme ça. Ça dépend de ce que font à manger tes parents aussi. Exactement. Parce que je sais que mes parents, globalement, il y a jamais des trucs ultra fat avec 15 desserts. Enfin, je veux pas dire que c'est light, non, c'est un repas de Noël. Mais t'as repas de Noël et repas de Noël, c'est que des fois... Moi de mon côté, on a après les 5 entrées, on est déjà... c'est plus possible, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Mais vraiment, si vous abordez ces choses-là en essayant de garder une certaine structure, c'est-à-dire que moi ce que je fais, c'est que je sais que quand je vais manger beaucoup, j'essaye de m'entraîner autour de cet apport calorique important, parce que autant optimiser, tu vois, ça va potentiellement favoriser une prise de muscle, alors que si vous mangez comme un goret et qu'en plus vous restez assis dans le canapé pendant 1 semaine, c'est peut-être pas optimal. Donc essayez de vous entraîner autour. Alors c'est vrai qu'en France les salles sont souvent fermées, mais vous pouvez très bien faire un entraînement de maison, aller faire des sprints dehors. En vrai même du cardio. C'est con, mais c'est ça. Ça fait une différence, c'est clair. Ça fait une différence, et puis psychologiquement c'est pas pareil parce que c'est con, mais si tu vas courir 1 heure ou tu fais du vélo 1 heure ou 1h30, c'est 1h30 où tu penses pas à la bouffe, où tu manges pas. Et puis même ça coupe ta matinée, ça fait de l'apport calorique. Et puis c'est pas pareil psychologiquement.
t'as moins envie de te dire je suis en train de devenir une grosse larve. Parce que c'est vrai que la psychologie, tout le monde n'est pas comme ça, mais je connais plusieurs personnes qui me disent qu'en gros quand ils commencent à sauter des entraînements parce que le boulot, après ils vont all-in en mode genre ah bah de toute façon c'est je m'entraîne, voilà c'est ça. Alors que pas du tout en fait, c'est pas parce que vous faites un gros repas une soirée que bah ça veut dire que vous devez faire l'ogre sur la semaine qui suit en fait. C'est vraiment important de se dire que voilà ça peut arriver dans votre vie de tous les jours en dehors des repas de Noël. Enfin, tu peux faire un craquage à un moment et si tu te remets en piste direct, il y a aucun problème et souvent les dégâts vont être minimes. En vrai, un craquage, ça change. En vrai, ça change. Ça arrive à tout le monde. Enfin, ça dépend du craquage. Mais non, mais en vrai, même si on n'a vraiment qu'un seul, tu peux pas ingurgiter 10 000 calories sur un repas. Enfin, bon, tu peux, mais ouais, voilà, c'est extrême quoi. Donc globalement, un craquage, c'est pas parce que vous allez bouffer comme un cochon le repas de Noël que votre diète elle est finie. Alors après si vous préparez une compète, mais en général les compètes sont pas dans la période, c'est rarement en janvier quoi, c'est en mars. Après le problème c'est que ça dépend à quel point le mec a poussé son hors saison, mais t'as avril, donc en vrai moi j'ai des athlètes naturels, ça va être 6 mois. Ouais, t'es déjà en sèche, mais ce que je veux dire c'est que t'es quand même encore un peu loin, t'as le temps de tu peux le gérer, tu peux le gérer. T'es pas à 1500 calories par jour avec 2 heures de cardio. Tu peux pas faire un cheat meal à 3 mois d'une compète, t'es mal barré quoi. Tu tires une grosse balle dans le pied. Tu as une grosse balle dans le pied. Parce que c'est vrai, tu vois, le problème c'est que si tu fais une semaine de off où tu manges ce que tu veux, etc., en vrai, tu peux prendre 4 semaines de retard sur ta préparation. La semaine de off, c'est catastrophique. C'est catastrophique, Donc restez actif. Ne pas tout lâcher, enfin voilà, vous pouvez vous faire plaisir, je pense que c'est important, passer un bon moment avec vos proches et tout, et même au niveau du repas vous pouvez optimiser dans le sens où souvent les gens, je sais qu'ils venaient me voir et me disaient ouais bah moi j'ai rien mangé de la journée parce que je sais que je vais manger beaucoup le soir, mais tu regardes en pratique souvent c'est des gens qui, vu qu'ils sont tellement restreints sur la journée, ils explosent les calories le soir, alors que manger avec garder sa routine, tu vois, genre faire son petit déjeuner, son déjeuner ou ce que vous avez en place, optimiser le volume sur ces repas-là. Vous arrivez le soir et vous n'avez pas forcément envie d'exploser le repas. Tu vas manger en pleine conscience et te dire non, mais voilà, je prends du plaisir, mais je suis pas obligé de me gaver de ce qu'il y a. Parce que le problème, c'est que si tu te gaves de foie gras, gâteau, etc., en termes de calories, c'est énorme pour le ça peut aller vite. Ouais. Après, c'est vrai que c'est pas facile de répondre à cette question parce qu'en fait, c'est des choses qui sont très personnelles et c'est pour ça que je trouve que gérer l'alimentation des gens, moi j'ai un peu de mal parce que des fois on me demande des conseils ou quoi et je vais pas dire c'est pas un sujet qui m'intéresse, mais c'est un sujet où j'ai beaucoup de mal parce que je trouve que c'est très personnel. Et donc franchement, je respecte les mecs qui arrivent à donner à des gens une diète, à les suivre. Non, parce que c'est un accompagnement en fait, parce que après tu vois, toi comme moi, je pense qu'on sait à force avec l'expérience, tu sais ce qui marche, tu sais comment gérer, t'as appris à connaître ton corps. Moi, j'ai appris beaucoup avec justement mes clients au cours des années, tu vois. En leur donnant. Ouais, mais c'est ce dont je te parlais, tu sais, avec Esiane sur le fait d'avoir cet aspect. Cette approche psychologique en fait. Parce que c'est vrai que dans la théorie tu peux dire à tout le monde genre bon bah voilà, consomme tant de calories et voilà, t'as des compositions en macronutriments, mais en réalité comme tu dis c'est extrêmement personnel et arriver à comprendre l'approche psychologique par rapport à la nutrition c'est comment toi tu fonctionnes, parce que ce qui marche pour toi va pas marcher pour moi. Et moi je sais que j'en discute souvent avec ma copine, moi je comprends pas personnellement. Je pourrais pas avoir quelqu'un qui me fait ma diète et qui me dit tu vas manger ça me ferait tellement chier. Je pense que ça me rendrait ouf parce que j'ai besoin de, pourtant mais je suis pas flexible, je veux dire c'est marrant parce que c'est paradoxal parce qu'inversement ceux qui me connaissent ils bouffent toujours la même chose, mais psychologiquement c'est pas quelque chose qui est imposé, tu vois. En vrai, si j'ai envie de manger autre chose, je peux le bouffer, tu vois. Si j'ai envie de le faire, je peux le faire. Alors je mange globalement toujours pareil, mais on va dire c'est plus un choix. Les gens ils comprennent pas que j'aime bien ce que je mange en fait, c'est pour ça que je le mange tous les jours. Mais j'aimerais pas qu'un mec me dise alors tu vas manger 3 œufs le matin, je sais pas, dans le concept je trouve. Mais ça à mon avis c'est la mauvaise approche du coaching, tu vois. C'est très probable, mais c'est quand même la plus fréquente. Ouais, alors moi il y a plein de méthodes que je mets en place, que ça soit un total calorique, comme tu dis des plans alimentaires stricts quand c'est demandé par mes clients. Mais tu vois, par exemple, tu peux très bien faire un plan alimentaire strict quand la personne te le demande. Parce qu'il y en a qui en ont besoin. Exactement.
mais basé sur les aliments qu'elle consomme tous les jours. Ouais, alors après, mais même si c'est des aliments que je consomme, hein, le fait d'avoir une liste et de me dire il faut que je bouffe à telle heure. C'est la restriction en fait qui te c'est pas du tout ce qui me correspond. Mais t'en as qui en ont besoin. Et après, t'as même des approches ad libitum, tu vois, où les gens, je leur donne des catégories vastes d'aliments et ils mangent à leur faim en fait. Et avec ça, tu as quand même des résultats qui sont extrêmement bons. Alors, effectivement, tu montes pas sur scène avec une diète à libitum, mais tu peux avoir le six-pack. Combien de personnes veulent monter sur scène? Exactement. C'est une minorité, quoi. Le but, la plupart des gens veulent être en forme, pas forcément avoir des abdos ultra découpés, mais déjà, en gros, avoir un ventre plat, je pense que c'est déjà pour la plupart des gens un bon objectif. Donc, mais c'est assez marrant. Moi, du coup, mes conseils, ce serait de continuer à s'entraîner, parce que c'est con, mais 1 heure de sport dans la journée. Tu restes actif. Au minimum, aller marcher avec sa famille ou un truc comme ça. Et puis il y a l'autre truc dont on parle pas, mais c'est aussi, pardon, que en fait, c'est une période où tu te regardes aussi tous les jours. Enfin, tu vois, genre comme tous les jours, tu te regardes, tu vois ton poids, il y en a qui se pèsent aussi tous les jours. Et quand t'arrêtes de t'entraîner, bah, tu décongestionnes. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est très temporaire, mais t'as aussi un visuel qui change quand tu t'arrêtes une semaine, même si tu bouffes pas forcément différemment. C'est vrai que les gens, vu qu'ils ont pas autant de glycogène musculaire, ils se disent ah bah j'ai perdu de la masse et tout. Alors que c'est de la flotte, t'es juste pas congestionné. Bah oui, mais c'est normal. Et en fait, c'est un peu la double peine où les mecs, tu vois, ils prennent un peu de gras, ils perdent un peu de flotte de muscle, et après ils se disent ça y est, j'ai tout perdu, c'est la catastrophe. Et c'est con, mais une fois que dans ta tête, tu commences à devenir à psychoter, c'est un cercle vicieux. Et une fois que t'es rentré dedans, alors en plus le pire, je veux dire, c'est même pas au niveau physique, c'est que tes vacances de Noël, elles sont ruinées. Parce que t'abordes ton repas de Noël, c'est censé, enfin, il faut quand même le dire, c'est censé être une fête, c'est un moment de partage. C'est pour ça que je disais que c'est important d'aborder le truc. C'est ça, c'est super important. Et donc, si tu commences à pas voir le moment que tu passes avec tes amis, avec ta famille, mais à te dire, le foie gras, il est tant de calories, il est déjà en train de se foutre sur mon bide, là, je vais dire, c'est game over. Donc, en fait, il faut l'anticiper, et je trouve que, de rester actif, même encore une fois, si c'est pas de muscu parce que la salle est fermée, bah vous faites un circuit au poids de corps, tu vois, des abdos, des pompes. En vrai, on a tous fait quand on était ado. Des tractions, des pompes. Si vous êtes super fort, des pompes en unilatéral. Tu vas courir, t'as tellement de choses à faire. Ou même souvent, t'as quand même dans les mairies. Moi, je sais que c'est ce que je fais parfois l'hiver quand je vais en Corse. Alors en Corse, il fait pas très froid, donc c'est pratique. Mais des fois, mais c'est con, hein, mais tu sais, une barre de traction, tu trouves toujours. T'as forcément un stade quelque part. Tu vas sur la barre. C'est pas forcément facile, il faut savoir faire des tractions. Je reconnais, voilà. Mais tu sais ce que j'ai fait cet été, je me suis fait un défi, j'ai fait 500 tractions. Ah bien. Genre au début, je m'étais dit ça va être facile. 500 tractions, c'est l'enfer. C'est l'enfer, ça faisait 50 séries de 10 à la fin. Mais j'ai jamais eu le dos, je te jure. Je suis ressorti, j'avais le dos. La syndrome des oursins. Là, c'était pas le syndrome de trucs invisibles. Là, ils étaient gonflés. J'ai jamais eu autant de congestion de ma vie au niveau du dos. Et courbature? Paradoxalement, pas tant que ça. Je pensais, mais c'est juste la congestion de ouf. Mais en tout cas, voilà. Vous avez toujours moyen de faire un peu de sport. Même, vous avez des potes, vous allez faire un match de foot. C'est le truc con, mais tu sais, c'est un moment de plaisir. Donc, n'importe quoi, en fait. C'est juste de l'activité physique. Après, c'est de la muscu, pas de la muscu. Faites ce qui vous fait plaisir. Mais voilà, 3 pompes, 3 abdos, tu te fais 1 heure. Tout le monde peut se faire. Sur YouTube, t'as plein de mecs qui proposent des circuits à la maison. Surtout les gens ont le temps, généralement. Malheureusement, la salle n'est pas ouverte, mais ils ont le temps. Mais c'est vrai que c'est paradoxal, mais c'est un peu ce que tu dis, la routine. La routine est cassée, parfois, même moi, je sais que j'ai du mal. Je me dis, je suis plus dans mon environnement naturel où tout est rythmé, le matin salle, tout ça. Et en fait, tu fais plus rien. T'as vite tendance à te foutre sur le canapé et à te dire, Et c'est le piège. Parce qu'à mon avis, c'est ce qu'il faut. Et si vous êtes comme ça, mon conseil, c'est de commencer par faire votre sport. Vous levez, vous réfléchissez même pas à tes petits déj, tu vas courir, ensuite tu réfléchis, après tu réfléchis à t'allonger et à regarder les dessins animés. Et je pense que ça, c'est vraiment une bonne chose. Et sur le plan de l'alimentation, j'ai pas trop de conseils, non, c'est plutôt. Moi, je pense qu'il faut pas trop se restreindre avant un gros repas parce que malheureusement, vous allez voir que vous allez compenser et généralement surcompenser. Et aussi, même au niveau du repas de Noël en lui-même, optimisez vos volumes, buvez pas mal d'eau avant de vous mettre à table, mangez des légumes. C'est pas parce que c'est Noël que vous mangez pas de légumes et tout, mais en vrai, tu manges une bonne salade, etc. avant d'attaquer. Un foie gras aux légumes. Exactement.
Mais quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Le temps que tu visualises, qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais si tu commences par une salade avant de dégommer le foie gras, tu vas en consommer moins. Mais ça, c'est, non, mais c'est sûr. Là, en vrai, il y a une technique, tu dis, Le volume alimentaire et une technique qui marche. Alors, je l'ai jamais testé parce que j'ai pas trop besoin, mais tu bouffes avant le repas. C'est con, mais un truc qui te prend de la place. Genre, moi, je sais que le fromage blanc, ça me cale pendant 2 heures. Mais c'est pour ça que je te disais, Ouais, sur ta journée, c'est de pas te restreindre et de manger des trucs avec un fort volume alimentaire qui rentre dans ta routine, dans les aliments que tu as. Ce serait peut-être à tester ça, tu sais, genre le bol de fromage blanc, parce que le fromage blanc, c'est 0%, c'est quasiment acalorique, ça prend de la place. Et ça a quand même un effet coupe-faim, en tout cas sur moi, c'est important. Ça dure pas longtemps, mais ça dure 2 heures. Ouais. Mais tu manges ça genre à 19h30, tu vois. Ensuite, ton réveillon, il est à 20h30, 21h. T'as pas la grosse faim où tu te dis... Tu vas t'asseoir, tu vas apprécier ce que tu manges, mais tu vas pas être en mode genre il faut que je me serve plein de foie gras. sur le foie gras, les toasts, les gâteaux, la dinde. Je dis la dinde, mais t'as d'autres choses que la dinde. Hein. T'as le cabri, le sanglier. Moi je suis plutôt poisson, mais... Ouais, les huîtres aussi. Ouais. Mais les huîtres, bon, pour le coup, les huîtres, c'est acalorique. Ça, vous pouvez y aller. Ça, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller sur les huîtres. Vous pouvez même manger la coquille. Ça vous fera quelque chose. Donc voilà, donc pas mal. Après, c'est personnel, expérimenté, mais je pense que c'est le... Et je vais faire un petit rebondissement. Moi, ce qui a quand même changé mes approches de repas en famille, parce que la première année où j'ai fait de la muscu, j'étais... tu sais, j'avais lu dans les magazines qu'il fallait manger toutes les 3 heures, qu'il fallait être rythmé, genre... C'était typique. Je pense que nous, ça fait un moment qu'on s'entraîne et on est passé par là. On est tous passés par là. En fait, quand je suis passé, je t'ai dit qu'il y a genre presque 10 ans, j'avais 3 shakers à chaque fois que j'allais à la salle. Donc et c'était un peu l'enfer parce que psychologiquement, je me disais il me faut tant de calories. C'est même pas les calories, c'était vraiment mon repas qui était calibré. Aussi, non et c'est vrai que le fait d'être passé, alors c'est une diète flexible qui est personnelle, mais tu vois de te dire qu'en fait le nombre de repas par jour n'influe qu'assez peu. Que du moment que tu as tes protéines, que déjà si tu respectes le total calorique et ton apport en protéines, t'as fait une grosse partie. Après les fats, les lipides, et même si tu manges un petit peu plus, globalement tu t'en sors quand même. Quoi. Et j'en profite parce que du coup, je rebondis, vous avez fait avec Antoine le truc diète flexible. Ouais. Et du coup, parle-en un petit peu parce que c'est vraiment plus le hasard, mais... Bah justement, c'est marrant parce que tu vois, on dit que la grosse partie du travail, c'est justement ça. Mais par rapport à ça, c'est-à-dire c'était respecter un apport calorique en fonction de tes objectifs. Ouais, tu vois, c'est-à-dire si tu veux prendre du poids, il faut un surplus calorique. Si tu veux perdre du poids, un déficit calorique, et optimiser ton apport en protéines. Mais tu vois, justement, c'est hyper intéressant parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est que ça, c'est facile de le comprendre sur le papier, mais le mettre en œuvre, c'est la partie difficile, et l'optimiser. Et justement, ce qu'on voulait faire avec cette formation, la diète flexible, c'était justement expliquer aux gens forcément les bases théoriques, mais surtout comment le mettre en œuvre sur leur vie de tous les jours pour finalement aller vers les objectifs qu'ils veulent, que ce soit en prise de poids ou en perte de poids ou en maintien de poids, mais comprendre comment l'implémenter dans leurs habitudes, mettre en place des nouvelles habitudes qui vont leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Et ça, je pense, c'est hyper important. Et même si théoriquement, ça paraît extrêmement évident pour des gens qui sont logiques, en pratique, c'est pas toujours aussi efficace. C'est pas toujours si évident que ça, en fait, même sur le plan. Alors, la théorie. C'est vrai que nous, on est dedans, mais ça a du sens, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui. Quand tu débutes, je pense qu'il y a moyen que ce soit un peu du chinois, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que, nous, ça fait longtemps, donc maintenant, t'as l'impression que c'est normal, et les calories, j'ai envie de dire, depuis que t'as commencé la muscu, ça fait partie de ton quotidien. Mais je pense que tu prends des gens dans la rue, tu leur dis, c'est quoi une calorie? Je pense que tu serais surpris de voir qu'il y a un bon nombre, c'est un gros point d'interrogation, alors tout le monde sait à peu près. Quand tu parles de protéines, tu sais, ils font la différence entre les protéines c'est alimentaires la poudre, ou les protéines en poudre, c'est ça. Les protéines c'est la poudre. Et toi tu prends des protes. Des protéines. Mais comme toi en fait, parce que si t'as pas de protéines, t'es mort. Mais c'est effectivement intéressant. On a fait le tour, je pense qu'on a fait le tour. Je regarde le micro en pensant que la caméra est là, mais en fait la caméra est là. Depuis tout à l'heure, tu sais, Alors salut les gars. En tout cas, j'espère que ça vous a apporté quelques informations à tirer. J'espère que vous avez apprécié. Nous en tout cas, on a bien rigolé. On a surtout rigolé avant, c'est un peu retenu pendant le film. Moi, je pourrais parler. Là, on a pris déjà un peu de temps. Je pense que l'heure, elle est dépassée. Elle est dépassée. Mais merci en tout cas de m'avoir accueilli chez toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, t'as une chaîne YouTube. Alors, t'existes depuis longtemps, mais là, peut-être. J'ai pas été
très productif, mais là, c'est mon objectif sur les prochains mois, c'est de poster plus de vidéos. Devenir youtubeur. C'est ça. Professionnel. J'étais un peu derrière la caméra avec Antoine et maintenant il faut que je produise un peu du contenu. Donc vous pouvez me retrouver sur fitnesslogic.com avec un K, fitnesslogic avec un K. Sur mon site internet, il y a une chaîne YouTube aussi, ou sur Instagram sur NevinGL. Voilà. Je pense qu'on le mettra en description de toute façon. Ouais, enfin si j'ai envie. si j'ai envie. Combien tu me payes? Et comment on te retrouve où Bah moi sur Instagram, sur YouTube, donc sur cette chaîne ici où vous êtes. Il poste énormément sur Instagram. Ah ouais, je suis le mec le plus actif du monde.